C'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Cédric, bonjour. Bonjour Eric. Je suis ravi parce qu'on aime dans cette émission depuis plus de 3 ans recevoir ceux qui décident, les décideurs, les hommes politiques. En l'occurrence, et aujourd'hui, c'est Yves Dinger qui est notre invité. Avec plaisir, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le député de la première circonscription du Haut-Rhin. Tout à fait. Colmarien. Oui. À côté de Colmar. Si, c'est Colmar et environ. Mais Colmar et environ, évidemment. Et puis vous avez été longtemps premier adjoint au maire de Colmar. On va parler avec vous aujourd'hui de l'évolution des coûts d'énergie. Quels enjeux, quelles solutions? C'est parti pour Igloo avec Cédric Simonin. Oui, une fois n'est pas coutume, on va coller à l'actualité. Et la crise ukrainienne oblige. Et je souhaitais qu'on ait des questions qui tournent autour de l'actualité et des enjeux liés à la consommation d'énergie. Et je sais, bonjour monsieur le député, que vous avez eu quelques actions dans ce sens, et j'aimerais que l'on évoque avec vous, puisque les prix de l'énergie flambent. Donc ma première question, c'est l'augmentation des prix du gaz, du fuel, vont fortement impacter le pouvoir d'achat des Français. En tant que député, est-ce que vous avez des propositions, des idées pour pallier, au moins amortir cette problématique ? Oui, c'est un sujet d'actualité, évidemment, qui avait d'ailleurs déjà démarré avant la crise, la guerre en Ukraine, puisque le coût de l'énergie avait déjà fortement augmenté. Depuis la guerre en Ukraine, c'est encore pire. Je viens de voir ce matin que, par exemple, le gaz avait augmenté de 30%. Donc c'est considérable, ça pèse énormément sur le pouvoir d'achat des Français. Et à un moment donné, il faut faire simple. Il y a à la fois une mesure de court terme à prendre et une mesure de long terme. La mesure de court terme, j'ai déposé d'ailleurs avec 5 collègues LR à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour mettre fin à la taxe sur la taxe. Oui. Aujourd'hui, on paye de la TVA sur la TICPE, c'est-à-dire sur la taxe sur les produits pétroliers, mais sur le fuel, sur l'énergie en général, l'essence, le gasoil. Donc déjà, mettons fin à cette taxe sur la taxe. Et ça amortira une partie du choc de l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, pour aussi amortir le coût de l'énergie, puisqu'on parle dans Igloo de l'habitat, cher Eric, on va aussi l'habitat pour avoir moins d'énergie, c'est bien d'avoir des logements qui sont plutôt bien isolés. Et vous êtes exprimé auprès de la ministre de la Transition écologique sur la prolongation du coup de pouce isolation et économie d'énergie. On en est où aujourd'hui ? Oui, on sait bien que la meilleure énergie, la meilleure économie, c'est l'énergie qu'on consomme pas. C'est à la fois bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon pour la planète. Et donc, on sait aussi que l'enjeu de l'isolation des bâtiments, l'isolation des logements est considérable. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème parce qu'il faut aider nos concitoyens. Et surtout, encore plus maintenant, en période de difficulté de pouvoir d'achat, il faut les aider à rénover leur logement et à les isoler, ce qui, à la fois, génère des économies d'énergie. Et c'est bon pour tout le monde. Mais il y avait un dispositif qui était en place et ce dispositif devait être terminé à la fin du mois de décembre 2021. J'ai écrit à la ministre Pompili dès le mois de mars l'année dernière, 2021, pour lui demander une prolongation des mesures. Et aussi parce que j'avais été consulté par des professionnels qui me disaient que pour les artisans, pour faire les travaux d'intervention, etc., le délai était trop court. Oui, parce que les carnets de commandes sont pleins. Voilà, et donc exactement. Le délai d'intervention n'aurait pas pu être dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on sait bien que c'est extrêmement difficile de trouver un artisan. Il y a des délais très longs. Et donc, on veut faire les travaux, mais on n'a pas d'artisan pour le faire. Et après, on perd l'aide. Donc, j'avais proposé à ce que cette aide soit prolongée jusqu'à la fin de l'année 2022. J'ai pas vraiment été écouté, ou partiellement seulement, puisque l'aide va être poursuivie jusqu'à juin 2022, mais néanmoins avec un niveau inférieur, ce que je regrette. Et je remonterai au créneau auprès de la ministre parce que c'est vraiment un enjeu encore plus aujourd'hui majeur pour nos concitoyens. Oui, il y a un enjeu pour... Alors là, je ne vais pas parler du logement neuf qui a déjà un niveau d'isolation qui est vraiment plutôt excellent. C'est essentiellement dans les communes où il y a des logements, alors je ne vais pas aller jusqu'au logement insalubre, mais les gens qui ont des difficultés à se chauffer et parfois qui hésitent à mettre en œuvre des travaux d'isolation, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas le mettre en œuvre. Donc là, il y a une problématique après relativement importante. Finalement, pourquoi le gouvernement ne prend pas une mesure de cette ampleur, mais sans la limiter dans le temps? Alors, il y a une question de finance, mais finalement, le lien par rapport à la transition écologique est tellement important, les enjeux sont tellement importants, finalement, pourquoi finalement ne pas aider? Qu'est-ce qui les retient? Je ne peux pas parler à la place du gouvernement, et certainement pas moi qui suis dans l'opposition. Mais quels arguments on vous a donné?
Mais ce que moi je comprends pas parce que on n'arrête pas de nous abreuver depuis des mois et des mois sur le quoi qu'il en coûte. Faisons ce qu'il faut quoi qu'il en coûte. Eh bien là, faisons-le parce que c'est un enjeu important. Aujourd'hui, 65% du parc immobilier de la France, ce sont des logements qui ont été conçus avant 1974. Donc ce sont des logements très mal isolés. Et dans certains cas, on parle même de passoires énergétiques. Si on divisait nettement si on réduisait nettement le nombre de passoires énergétiques, on réduirait fortement l'émission de gaz à effet de serre et évidemment, on rendrait service au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais il y a un autre point qui m'inquiète un peu, c'est le vote de la loi climat et résilience qui prévoit qu'à horizon 2035, tous les logements classés EFG puissent, à un moment donné, ne plus être loués du tout. Et c'est ce qu'on appelle les passoires thermiques, parce que là, il y a un vrai enjeu et il faut intervenir au niveau des passoires thermiques. Mais si on laisse les gens comme ça, il y a des gens qui vont perdre la valeur de leur patrimoine, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont acheté des logements, qui ne pourront plus les louer parce que ce sont des passoires thermiques et qui néanmoins n'ont pas les moyens de faire les travaux d'isolation. Donc ces gens-là, il faut les aider, il faut continuer les aides, il faut même sans doute les augmenter. Et moi, je prône aussi la mise en place d'un prêt à taux zéro, parce qu'on voit bien avec l'augmentation des prix, avec l'augmentation des matières premières, on a déjà une augmentation d'inflation, ça risque de peser sur l'augmentation des taux d'intérêt, qui rendra encore plus difficile l'accès au crédit. Donc faisons un prêt à taux zéro pour ce type de travaux dans l'ancien. Pardon d'insister sur la question, quelle est la réelle raison de ce refus finalement, ou de cette mesure partielle ? Je pense que tout simplement, la priorité a été mise dans la lutte contre la pandémie et donc le quoi qu'il en coûte, c'est situé à ce niveau-là. Et que j'ai le sentiment que la ministre de l'écologie, Madame Pompili, a perdu ses arbitrages pour ça. Vous savez, des fois, c'est tout aussi basique. Mais surtout, il y a un choix du gouvernement c'est toujours le en même temps. C'est-à-dire, à la fois, on contraint les gens et on fait une loi sur notamment passoires thermiques, c'est une des dispositions de la loi climat et résilience, et deux, on ne se donne pas les moyens d'appliquer les objectifs. Ou ça va trop lentement en tout cas. Ou ça va trop lentement. Peut-être que c'est prévu, mais pas tout de suite. Parce que si vous avez cité 2035, peut-être qu'ils se disent qu'ils ont le temps de le faire. 2035, c'est 2035 pour les plus consommateurs, mais il y a des taquets qui sont avant, et pour les passoires énergétiques qui sont classés en disposition E, par exemple. Et puis il y a un enjeu climatique quand même important. Et puis, oui, c'est pour ça que vous allez remonter au créneau rapido. Ah, mais alors là, moi, vous savez, je lâche jamais les dossiers. C'est des dossiers sur lesquels je suis souvent en pointe, qui m'intéressent particulièrement et que je connais bien. Et donc, je ne lâcherai pas, effectivement. Donc là, on a vu du côté de l'État. Maintenant, c'est bien aussi de voir du côté de l'usager. Et il semblerait aussi obligatoire de changer les comportements de nos concitoyens, puisque je vous rappelle que la température de référence est de 19 degrés quand on fait des calculs d'études thermiques, et on chauffe plutôt autour de 22-23, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir son confort et de se balader en t-shirt chez soi. Chez moi aussi, chez moi, ouais. Chez vous aussi, c'est pas mal. On se sent bien chez Cédric. À poil, c'est bien. Même s'il fait moins 15 à l'extérieur. Donc il y a un comportement des usages, un changement des comportements à avoir. Là, est-ce que le législateur a un moyen d'action dans ce sens-là ? Je vais vous dire, les choses se font. Moi, j'ai horreur. Le législateur, il va quand même pas s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur des maisons. On pourrait distribuer des pulls. Et puis, voilà. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va se passer ? On va envoyer un policier vérifier si la température. Non, c'est pas sérieux. Moi, en tout cas, je souhaite pas qu'on en arrive là. Malheureusement, il y a quelque chose qui va se faire naturellement, c'est qu'avec l'augmentation du prix d'énergie, moi, j'ai d'autant plus de gens qui me disent j'arrive pas à me chauffer, plutôt que parce que j'en ai pas les moyens, ce qui est quand même grave dans une société soi-disant riche, dans un pays 6e puissance mondiale, donc ça pose vraiment un gros problème. Et donc moi j'ai plutôt le sentiment que les gens vont réduire d'eux-mêmes la température par faute de moyens. Ensuite, il faut quand même, on parle beaucoup de ces sujets-là et on a raison d'en parler, mais on oublie un point, c'est que c'est vrai que la France est responsable de 0,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Autrement dit, si on rayait la France de la carte du monde, ça n'aurait aucun effet.
sur les émissions Oui, mais on peut CO2. dire ça de quasiment tous les pays, à part les Ouais, très ouais, gros. mais parce que non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts en France et il faut continuer à en faire. Ouais. Hein, et moi, je suis un fervent défenseur de ce point de vue. Encore une fois, la meilleure économie d'énergie, à la fois pour le pouvoir d'achat et pour la planète, c'est celle qu'on consomme pas. Donc il faut, moi, je suis vraiment dans l'incitation de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas rentrer comme ça chez les familles. Il faut les inciter, il faut faire de la pédagogie. Mhm. Il faut aussi, et ça s'adresse aux gens qui ont acquis des logements neufs ou qui vivent maintenant dans les logements anciens rénovés. Vous savez, c'est comme quand on vend une voiture à quelqu'un et on va lui dire, ce véhicule, il consomme presque rien, 3 litres au 100, il faut l'acheter, c'est bon pour tout le monde. Mais si on ne donne pas le mode d'emploi qui va avec, si on continue à rouler comme avant, la voiture, elle consommera jamais 3 litres au 100, elle consommera 6, 7 litres et on aura l'impression de s'être fait avoir et on n'aura pas atteint les objectifs. Dans le logement, c'est pareil. Quand on vit dans un logement isolé, avec des ventilations double flux, avec voilà, il faut aussi que son comportement évolue parce que sinon les économies espérées n'arriveront pas. Ouais, puis on dort mieux la nuit quand il fait un peu frais, hein, faut le rappeler. Clairement. Enfin, c'est Cédric qui m'a dit ça, je ne sais pas. Si Cédric l'a dit. Il semblerait que l'Allemagne fasse un retour en arrière là vis-à-vis du nucléaire. Pourrait-on imaginer en France un retour en force du chauffage électrique? Alors, ce retour, moi, ce qui me sidère, c'est que ça fait des années qu'on a effectivement plus investi dans le nucléaire en France. C'était une des forces de la France, hein. Et ça nous a permis de garder une certaine indépendance aussi vis-à-vis des pays producteurs de pétrole. Et le nucléaire, c'est quand même une énergie décarbonée, hein. Ouais, ça a changé là, donc maintenant les choses vont s'inverser. Et on s'approche des élections et tout d'un coup on redécouvre le nucléaire. Sauf que l'absence de choix, souvent, et d'ailleurs presque tout le temps fait pour des raisons idéologiques, ont des conséquences aujourd'hui. Quand même, le président de la République qui va à Belfort faire parler du nucléaire, tant mieux. Mais à 30 km de Fessenheim, qui a été fermé 3 ans plus tôt, alors que la centrale pouvait parfaitement continuer à fonctionner. Et tout ça, tant mieux si on découvre aujourd'hui que le nucléaire est une bonne chose. Je souscris à ce discours-là. Mais on payera et on paye déjà les conséquences des non-choix qui ont été faits ces 5 et même ces 10 dernières années. Et on le voit bien en Allemagne. En Allemagne, ils sont en train de dire qu'ils redécouvrent le nucléaire, effectivement, mais ils sont aussi en train de faire redémarrer en force, ça a déjà commencé d'ailleurs depuis un moment, les centrales à charbon. C'est quand même un non-sens total sur le plan du développement durable. Donc ça montre des fois que l'idéologie, quand elle est mal utilisée ou utilisée jusqu'à son paroxysme, ça fait des dégâts. Alors parlons un peu d'avenir et de l'hydrogène, si vous voulez bien, qui serait une énergie d'avenir pour les véhicules, peut-être. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer pour le logement? Alors, moi, je crois beaucoup à l'hydrogène et j'ai organisé il y a maintenant quelques mois un grand sommet sur l'hydrogène où j'avais mis autour de la table des entreprises, des administrations, des gens qui travaillent sur le sujet. J'avais même 2 délégués du ministère de l'économie et des finances et de l'industrie autour de moi parce que je veux créer, c'était un sommet d'ailleurs franco-allemand, je veux créer effectivement une vraie dynamique sur le territoire au bord du Rhin, post-Fessenheim d'ailleurs, sur mon territoire, pour l'hydrogène. J'y crois beaucoup. Dans un premier temps, c'est de l'hydrogène vert pour décarboner les industries qui sont au bord du Rhin. Ça peut servir aussi, moi j'ai des contacts avec un transporteur routier qui a une flotte de camions très importante et qui souhaite équiper cette flotte de camions à l'hydrogène. Donc ça peut marcher pour le transport. Pour l'instant, pour le logement, c'est techniquement pas imaginé et techniquement pas possible aujourd'hui. Mais je crois vraiment en l'avenir de l'hydrogène vert. En tout cas, on a bien compris que vous étiez vraiment sur le coup pour ces questions-là. En vous écoutant, je me disais que vous aviez une parole claire. On a reçu beaucoup de politiques ici. C'est pas toujours le cas et c'est pas de la flagornerie vraiment. Mais je fais évidemment le lien avec ce qui pour vous est très important dans la vie, c'est-à-dire les valeurs que vous ont été, que vous a transmis votre père. Et je sais que il a travaillé longtemps. Vous prenez beaucoup de plaisir à dire, à raconter que pendant 65 ans de sa vie professionnelle, il n'a pas signé un seul contrat. Oui. Voilà. Et ça, il n'a jamais eu un seul procès, parce que la parole donnée, la main serrée, ça valait tout l'or du monde. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Je pense que moi, j'aime la politique. Et ça me navre, pour ne pas dire plus, la vision qu'ont mes concitoyens de la politique. Parce que souvent, les politiques sont eux-mêmes responsables. Hein. Moi, justement, je n'ai pas la langue de bois. Moi, je dis les choses.
Sinon, j'ai pas de valeur ajoutée. Donc, j'essaye d'avoir une valeur ajoutée sans être parfait, sans être voilà, mais sans avoir la prétention de l'être. Mais je pense que plus on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, plus on redore l'image de la politique et des politiques. Et la démocratie a besoin de ça. Mais Macron, il a quand même fait des trucs positifs pour vous, pas? Oui, bien sûr. Non, mais j'ai voté 25% des lois que j'ai votées, c'était des lois qui venaient de la majorité à laquelle j'appartiens pas. Parce qu'à un moment donné, il faut être pragmatique. Il y a un temps pour le débat. Et le débat, c'est important, même indispensable dans une démocratie. Et si tout le monde pense la même chose, il n'y a plus de débat, donc c'est pas bon. Et puis il y a un temps pour l'action, où ce qui compte, c'est le résultat, et peu importe l'étiquette. Ouais. Bon, le débat, il est un peu réduit en ce moment, même si on est en période d'élection, comme vous l'avez dit. Malheureusement, il est très très réduit. Il a été réduit par la pandémie ces derniers mois. Il est réduit aujourd'hui par l'actualité de la guerre en Ukraine. Et tous les 5 ans, il y a une élection présidentielle. C'est un moment quand même très important de pouvoir discuter sur l'avenir du pays, la stratégie et le fait d'être privé de débat. Vous savez, déjà en 2017, et j'en termine par là, en 2017, on a été privé de débat. À partir de février, au présidentiel, on ne parlait plus que de l'affaire Fillon. Plus de débat. Cette fois-ci, on n'a pas de débat non plus. C'est pas bon. Ouais. On va se demander pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de débat? À qui ça arrange? À qui profite le crime? On aura. Alors, on n'est pas là pour faire de la Non, pas politique. du tout. Rien à voir. Mais on aura peut-être un débat avec Emmanuel Macron quand il viendra dans Igloo juste avant. Ouais, quand il sera plus président. Parce que d'ici Juste là, à mon juste avis, je avant veux les bien. élections. Eric. Je veux bien débattre avec lui. ça serait une bonne idée. Il n'a pas dit non en tout cas. Qui? Il n'a pas dit oui. Macron ou Emmanuel Macron. Ah d'accord. Mais il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il a parce pas que dit vous oui. l'avez appelé. Vous avez son Il a numéro. dit oui et J'ai non pas en son même temps. 06, mais on Il l'a a quand dit même oui et demandé. non en même temps. Très bien. Bon, bah, alors on l'attend avec plaisir. Hein. Manu, si tu nous écoutes. Si vous nous entendez. Merci, monsieur le député. Avec plaisir. Aimé Dinger, on dit bien ça Oui, comme ça, oui, à pas oui. confondre avec Cookie Dingler, hein, évidemment. J'ai Vous moins étiez obligé de la faire celle-là. Hein. Ouais, j'étais obligé, Ah je sais ouais, pas, pour d'accord. détendre un peu l'atmosphère. En tout cas, vous nous tenez au courant sur les actions que vous allez mettre en place pour les aides. Et ça serait pas mal de refaire une émission Avec plaisir. sur ce sujet dans Ouais. pas longtemps. Avec plaisir aussi. Ça a été un plaisir, merci beaucoup. Je viendrai L'émission, en on la train. retrouve sur Igloo en Air, sur Facebook, sur les plateformes de podcast, évidemment sur Facebook, Igloo en Air, et sur topmusic.fr. À bientôt, salut.